Messieurs, dames, merci pour votre patience. On est à double quart d'heure toulousain, mais on va y arriver. Donc à la guerre comme à la guerre, j'avais un ordi avec mes slides, avec une démo, etc. Je me retrouvais avec 2 ordis, avec un PDF, et puis on est en train d'installer à l'arrache Elasticsearch et Kibana. Mais ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors je vais me présenter. Donc Sylvain Vallès, il y en a qui me connaissent là-dedans, là, la brochette qui est là. Je travaille chez Elastic. Et oui, parce que derrière Elasticsearch, il y a une entreprise qui s'appelle Elastic. J'ai fait plein de choses avant. J'ai bossé avec Celascar ici chez OVH. J'ai bossé chez Sigfox. J'étais à mon compte. J'ai monté ma boîte. Je l'ai plantée. J'ai fait des startups. J'ai bossé pour les mecs de Skype. J'ai fait plein de trucs. Voilà. Et puis je continue. Voilà. Alors, Elasticsearch, c'est un projet open source, licence Apache. Alors déjà, question, qui utilise de près ou de loin Elasticsearch dans l'audience? J'imagine que je vais voir... Ouais, beaucoup de mains, ouais, c'est cool. Il y en a quand même qui ne l'utilisent pas. La semaine dernière, j'étais à Devox et c'était très impressionnant parce qu'il y a au moins 80%, si ce n'est pas 90% des gens qui, de près ou de loin, avaient touché Elasticsearch. Donc c'est un projet qui a démarré en 2010, créé par un monsieur alors, qui est très moche ici, qui s'appelle Shai Banon. Il a commencé ça tout seul. Et puis, il a été rejoint par d'autres gars, dont Simon Wilnower qui est ici. Et ils ont créé une entreprise pour vendre du support, du conseil. Et petit à petit, ça a décollé comme une traînée de poudre. Et maintenant, c'est une entreprise où il y a 460 employés, dont une bonne moitié qui sont l'équipe de R&D, des techs. Et alors, particularité de cette entreprise, c'est qu'on est quasiment tous en télétravail. Voilà, moi je bosse de chez moi, avec des gens qui sont depuis la Californie jusqu'à l'Australie. Alors pour les réunions, des fois c'est un petit peu funky, hein, parce qu'il faut trouver un horaire qui est à peu près correct pour tout le monde. Et puis on embauche. Alors si ça vous intéresse, allez sur le site, hein, et puis vous me dites, et moi je ferai passer le CV. Voilà. Hein? Chez OVH, vous êtes intéressé là ça... Putain, elle est pourrie cette image. Donc les produits élastiques. Alors il y a un petit bandeau infomercial ici parce qu'on va parler des produits commerciaux. Hein, et ça va être après les slides qui parlent de notre offre commerciale. On va se concentrer sur l'open source après. Donc les produits qu'on a chez Elastic, donc il y a Elasticsearch qui est au cœur de l'offre, qui est le moteur d'indexation, alors qui sert à faire aussi bien des moteurs de recherche que des moteurs d'analytics. Si vous avez fait un jour une recherche dans Wikipédia, vous avez utilisé Elasticsearch. Si vous avez fait une recherche dans Deezer, c'est Elasticsearch, Airbnb, Netflix, des morceaux d'eBay, j'en passe, et des meilleurs. Donc, on a tout en haut Kibana, qu'on verra brièvement tout à l'heure. Kibana qui est l'outil pour construire des dashboards, donc l'outil d'exploration, de data vise et de construction de vos analytics. En fond de panier, on a Logstash et Bits. Alors, on va parler aujourd'hui de qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter Logstash. Donc, Logstash, c'est quoi? Alors, moi, je l'appelle maintenant, c'est un ESB, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui permet de prendre des données de sources multiples et variées, de les transformer, de les affiner, de les combiner et de les régurgiter vers d'autres choses. L'autre chose pouvant être dans Elasticsearch ou d'autres destinations. Bits, on va en parler aussi, c'est un produit qui est plus récent chez Elastic. C'est des petits agents de collecte très spécialisés, qui sont écrits en Go, qui sont des exécutables autonomes très petits, et qui vont nous permettre comme ça de venir se mettre sur les serveurs qu'on veut instrumenter pour être au plus près des process qu'on veut surveiller et collecter l'information. Donc on a FileBit qui vient collecter les fichiers de log, on a MetricBit qui vient collecter des métriques système, CPU, disque, etc., mais aussi des métriques de choses d'un peu plus haut niveau, comme des métriques sur un MySQL, sur un Redis, sur un MongoDB. On a PacketBit qui vient se brancher carrément sur l'interface réseau pour faire de la surveillance de trafic réseau de manière non intrusive et faire de l'analyse de protocole un peu à la Wireshark sans avoir besoin de perturber les applications qu'on surveille. C'est assez intéressant. À côté, on a XPack. Alors, avant, vous avez peut-être entendu parler de
Moi, ça s'appelait, c'était Marvel, Watcher, quels étaient les autres noms aussi, je ne me souviens plus. Donc en gros, c'est tous les plugins commerciaux. Le modèle économique d'Elastic, c'est du support et c'est des plugins commerciaux. Donc on va trouver là-dedans des plugins qui étendent le moteur Elasticsearch et Kibana notamment pour ajouter de la sécurité, contrôle d'accès, autorisation, alerting. Donc là, on met des requêtes et puis elles sont exécutées périodiquement. Si les résultats correspondent à tel ou tel critère, tac, ça déclenche des alertes. Du monitoring, ça c'est gratuit. Alors là, c'est astucieux, on va parler un peu de stratégie commerciale. Pourquoi est-ce que le monitoring, on le met gratuitement? C'est parce que pour l'avoir, il faut que vous renseigniez votre adresse email. Donc comme ça, on sait qui utilise Elastic et après, on peut vous envoyer les commerciaux. C'est rusé. Hein. Voilà. Donc le reporting, ça c'est une fonction qui est toute bête dans Kibana, mais qu'on a rendue payante parce que c'est une fonction pour les managers. En gros, les managers, on leur donne une URL vers un dashboard Kibana, ils disent « faut cliquer ». Moi, je voudrais bien le truc en PDF dans ma boîte mail toutes les semaines. Donc, le plugin Reports permet de programmer de manière périodique l'export d'un dashboard Kibana et de l'envoyer par mail. Voilà, c'est pour les managers. Et puis, le plugin Graph, qui lui permet d'explorer dans Kibana des données qu'on a indexées qui sont plutôt des données donc, de type graph, c'est-à-dire avec des relations entre les documents. C'est un sujet que je ne connais pas trop, mais voilà, c'est pas mal utilisé. Je sais que ça avait été utilisé pour explorer notamment les Panama Papers, pour trouver des relations entre sociétés ou entre donneurs d'ordre et sociétés, choses comme ça. Et puis enfin en bas, Elastic Cloud. Alors c'est marrant parce que le cloud c'est plutôt dans les nuages, mais là ici c'est vraiment au fond de la cave, hein, c'est la salle machine. Moi je bosse dans cette équipe, donc Elastic Cloud c'est tout ça as a service. Si vous voulez pas l'installer. Aujourd'hui c'est sur Amazon, bientôt ça va être sur Google Cloud et après ça sera sur Azure, plus une version qu'on est en train de préparer qui permet d'installer ça on-premise. C'est-à-dire que si vous avez des gros usages avec plein de clusters Elasticsearch qui tournent, c'est une interface qui vous permet de gérer votre flotte de clusters. Voilà, bon, c'est ici. Allez, on attaque. Donc déjà, qui utilise Logstash pour faire de l'analyse de log? Il y en a quelques-uns quand même. Bon, on va rappeler la problématique. Une utilisation très classique d'Elastic, alors qui n'était pas une utilisation initiale, mais qui maintenant représente, on va dire, 40% des usages, c'est de l'analyse de fichiers de log. C'est-à-dire qu'en gros, au début, Elasticsearch, c'était pour indexer des documents, Wikipédia, je mentionnais, et puis il y a des gens qui se sont dit, mais attends, on a un système qui permet d'indexer des documents semi-structurés, de faire des recherches dedans, faire du matching un peu flou, avoir du scoring, du ranking, et si on mettait les fichiers de log dedans. Donc, du coup, un fichier de log, c'est quoi? C'est le fichier de log de votre serveur Apache, par exemple, qui contient une foultitude d'informations, parce qu'il va contenir des informations de trafic, nombre de requêtes, de temps de réponse, de répartition géographique, d'erreurs, les pages 404, est-ce qu'il y a des erreurs sur mon serveur, et puis des infos sur l'origine des requêtes, de quel pays viennent les gens, quels sont les navigateurs utilisés, etc. Donc il y a une foultitude d'infos. Faire son Google Analytics à la maison avec Elasticsearch, c'est assez rapide. Voilà, donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tail-f sur un fichier, récupérer les lignes au fur et à mesure qu'elles arrivent, et puis les envoyer dans Elasticsearch. Alors, sauf que tail-f sur un serveur, mais maintenant j'ai des serveurs en load balancing, donc j'en ai 5, 10, 20, 50. Je vais faire un tail-f sur tous les trucs, et puis il va falloir que je ramène ça sur un endroit unique. Donc, classiquement, ce qu'on faisait avant le ingest node, c'est qu'on mettait Logstash. Donc, Logstash qui vient collecter les données, qui vient les transformer, les affiner, et ensuite les injecter dans Elasticsearch. Donc, le processus dans Logstash, c'est de dire je collecte, j'enrichis, j'affine, je parse la donnée, et ensuite je l'envoie vers une destination. Donc on a des inputs, là en l'occurrence des fichiers, et on a une suite de filtres qui vont transformer la donnée. Alors on va voir Grok, qui est un nom bizarre, mais c'est juste un truc qui prend des expressions régulières et qui vous extrait des morceaux de texte avec des grosses expressions régulières bien pourries. On a le parseur date qui, quand on a une date dans un fichier de log, va l'extraire et la formater, la parser dans un format qui soit intelligible et normalisé surtout. Et puis après, on va faire tout un tas de mutations sur les champs, rajouter des champs, supprimer des champs, les transformer, etc. Et à la fin, ça part dans Elasticsearch. Donc le truc, c'est que ça va nous permettre d'avoir une ligne de texte basique et à la fin d'avoir un document structuré JSON qui va partir dans Elasticsearch.
Alors, classiquement, on a donc notre agent de collect, bits, là-bas, qui envoie des séries de messages vers Logstash, où se fait tout le parsing, et qui après envoie ça sur Elasticsearch. Alors, pour ceux qui ont déjà utilisé Logstash, vous avez dû aussi utiliser des trucs comme Log-Forwarder ou Lumberjack, c'est le même nom pour le même produit. Bon, ce produit-là est deprecated maintenant et il est remplacé par Filebit, qui est le module justement qui fait le tel-f sur les fichiers. Comme Logstash, c'est un truc, c'est un peu lourd, etc., et souvent il a du mal à absorber la charge parce que c'est un produit qui historiquement est écrit en Ruby. Comme Ruby, ça ramait, c'était pas multithreadé, ils ont dit tiens, on va le mettre sur JRuby, du Ruby qui tourne sur la JVM, mais ça reste toujours du Ruby, donc c'est un peu lourd, quoi. Quand il y a beaucoup de trafic, bah, ils commencent à dire oula, il y en a trop. Donc, pour éviter de perdre des messages, classiquement, ce qu'on fait quand on a une infrastructure avec beaucoup de trafic, c'est qu'on met un Kafka au milieu, histoire de, en gros, sécuriser tous les messages. Parce que si le Logstash y plante, comme il bufferise des choses, bah, vous pouvez perdre une partie des messages. Donc l'idée, c'est de dire, je prends mes données, je les balance sur Kafka, là c'est sécurisé, et ensuite je peux les écrémer tranquillou à mon rythme. Je suis sûr que Kafka va faire que tout va être sauvegardé et que je ne vais rien perdre. Avec la nouvelle fonctionnalité IngestNode donc d'Elastic5, on va pouvoir virer tout ça et puis dire bah, j'ai mon Filebit qui va causer directement Elasticsearch. Alors pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Parce que maintenant, le pipeline d'extraction de données, on va le mettre directement dans Elasticsearch. On n'a plus besoin de Logstash. Alors vous allez me dire, ouais mais attends, Elastic est en train de tuer son propre produit, là pourquoi? En fait, non. C'est-à-dire que Logstash reste utile pour les scénarios complexes d'agrégation, multisource, de transformation un peu compliquées, etc. Par contre, pour on va dire les 80% où on va juste aller chercher le contenu d'un fichier et l'envoyer dans Elasticsearch, on le supprime, on prend bits, IngestNode. Voilà, donc concrètement, comment ça se passe et c'est l'exemple qu'on va voir à travers la démo qu'on fera sur l'ordi qui sont en train de me préparer là-bas. On va voir donc des fichiers de log d'un serveur Apache, un serveur web, et puis on va les parser. Donc on va les parser avec un pipeline qu'on va mettre dans Elasticsearch. Hein? Ça cause là? Voilà. Donc le but du jeu, c'est de partir de la ligne qui est là-haut, où on voit il y a des séparateurs qui ne sont pas très bien définis, parce qu'on a des fois des espaces, on a des crochets, on a un format de date avec du texte, vers un document JSON très structuré qu'on va pouvoir indexer, sur lequel ensuite on pourra faire des recherches. Comment ça marche? Alors je vous ai dit dans Logstash, on définit des pipelines de transformation. Et qu'est-ce que c'est la IngestNode? En gros, c'est reprendre les modules de transformation les plus fréquemment utilisés dans Logstash et on les a mis dans Elasticsearch. Donc vous configurez un pipeline dans Elasticsearch, il est nommé, et à chaque fois qu'on envoie un document, on lui dit tiens, ce n'est pas un document JSON terminal, c'est quelque chose que tu vas passer à travers une chaîne de transformation. Donc finalement, ça ne change pas grand-chose par rapport à Logstash, on a simplement déplacé la fonctionnalité à l'intérieur d'Elasticsearch. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté une API underscore ingest. Donc, dans l'API REST d'Elastic, tout ce qui commence par underscore, c'est des API, on va dire système, sur lesquels on branche les différentes fonctionnalités. Et là, on dit ingest pipeline, donc Apache Logs. Donc, on fait un put, c'est-à-dire qu'on définit le pipeline. Et qu'est-ce qu'on voit? Le pipeline, il est constitué d'une suite de processors. Les processors sont des transformations. On n'a pas de notion d'input, pas de notion d'output, parce que l'input, c'est ce qui arrive en entrée par HTTP, et l'output, c'est l'index Elasticsearch. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit donc un premier filtre qui est Grok. Donc, Grok, c'est lui qui fait de l'extraction par expression régulière. Alors là, vous voyez juste Common Apache Log. On ira voir tout à l'heure, ou pas. Si, ouais. À quoi ressemble cette expression régulière? Quand vous voyez cette chose-là, là-haut, et puis le résultat ici, l'expression régulière, elle est un petit peu touffue. Donc c'est pour ça, c'est bien sympa, ils ont défini des expressions régulières, on va dire des patterns nommés, qui sont réutilisables. Il y en a une bonne centaine qui couvrent des tas de trucs par signe de date, d'entier, et puis après qui sont agrégés en choses un peu plus, de plus haut niveau, comme les logs Apache.
Ce qu'on voit ensuite, c'est que il se trouve que ce common Apache log extrait les champs mais ne parse pas les dates. Donc on va dire on va parser la date avec le format qui est donné et puis ça va nous renvoyer un timestamp, donc sous une forme qui est intelligible par Elasticsearch, donc format ISO 88, je ne sais plus quoi là. Combien? Ouais, bon bref. Et puis à la fin, donc on verra ça aussi, c'est qu'à l'entrée, j'ai un champ qui s'appelle message, qui est ma ligne brute. Et une fois que j'ai parsé tout ça, ma ligne brute, j'en ai plus rien à faire, je dis voilà, je fais donc ce qu'on appelle un mutate, une mutation. Je retire de JSON qui passe dans le pipeline le champ message dont j'ai plus besoin. C'est pas la peine d'indexer ce truc-là, vu que je l'ai éparpillé en champ unitaire. C'est pas la peine que ça prenne de la place dans mon index. Pour l'usage. Alors, vous voyez là ici qu'on envoie une donnée à indexer à Elasticsearch. Donc, classiquement, on fait put le nom de l'index et puis donc, le 1 ici qui est un identifiant de document et on rajoute juste, point d'interrogation, pipeline égale Apache log. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les API REST et d'Elastic n'ont pas changé. On se contente juste d'indiquer le pipeline à utiliser à l'entrée. C'est tout. Voilà, donc la transformation s'applique et ce qui est effectivement indexé, c'est la version JSON. Donc les API qu'on a rajoutées, on a déjà vu put ingest pipeline pour définir un pipeline, on a get pour aller consulter son pipeline, c'est quand même toujours intéressant de savoir qu'est-ce qu'on a mis dans la machine. On peut aller consulter l'ensemble des pipelines qui ont été définis et puis bien évidemment on peut l'effacer. Donc là rien d'extraordinaire, hein, c'est une pure API REST. Maintenant, on va voir, avant les démos, regarder un petit peu comment fonctionnent les différents processors. Et puis après, on les mettra en application dans la démo. Je vois qu'il est concentré là-bas. C'est bon, ça tourne la démo là ça... Ouais, c'est bon, nickel. Bon, en fait, il est en train de coder, donc ça va. Donc le premier qu'on a aperçu, c'est le processeur Grok. Alors, pourquoi il s'appelle Grok? Je ne sais pas trop. Je crois qu'en anglais, Grok, ça veut dire comprendre, un truc comme ça, en argot, non? To grok something. Donc c'est peut-être, c'est que je veux comprendre cette espèce de paquet de texte brut en le tronçonnant sauvagement à coups d'expression régulière. Voilà, donc en gros, on donne, Grok, on lui dit, voilà, tu prends dans le JSON d'entrée le champ ici, message, et tu essayes d'appliquer un par un les différents patterns que je te donne. Le premier qui marche, c'est bon. Ce qui fait que si on a des messages avec des structures un petit peu tordues, on peut essayer comme ça différents types d'expressions régulières jusqu'à ce qu'il y en ait une qui fonctionne. Tac. Mutation. Donc on a vu le remove tout à l'heure. Donc on a des choses comme set, remove, rename, convert pour convertir je ne sais plus, ça fait de l'encodage, je ne sais plus très bien ce qu'il fait celui-là, des substrings, des splits, des joins pour agréger des champs, lowercase, uppercase, etc., etc. Donc c'est tout ce qui est manipulation de chaînes de caractères et puis ajout, suppression de champs. Date, alors les dates c'est toujours super chiant parce que le nombre de formats de dates que l'homme a été capable d'inventer est assez hallucinant. Donc là encore, on va lui donner, comme pour Grok, une série de patterns, et puis le processeur, il va tous les essayer à la queue leu jusqu'à ce qu'il y en ait un qui marche. C'est assez bourrin, hein, mais bon, ça marche. Des choses un peu plus évoluées, le filtre GeoIP, alors qui nécessite d'installer un plugin sur Elasticsearch, qui n'est pas fourni de base parce que ça vient avec une base de données qui fait quelques dizaines de mégaoctets. En gros, toute adresse IP, au moins les V4, on sait très précisément les localiser, alors au moins sur le pays, avec une bonne précision sur la région et dans les zones urbaines assez denses, même sur la ville. Hein. Donc celui-là est très intéressant parce que, en gros, est-ce qu'on a un exemple après? Non. On va lui indiquer en entrée un champ IP, enfin un champ qui désigne une adresse IP, il va aller faire un lookup dans cette base de données qui est montée en mémoire dans le serveur Elasticsearch pour nous trouver ensuite le pays, la région, éventuellement la ville, et des coordonnées géographiques approximatives. Donc là, quand on veut prendre des logs d'un serveur web, les passer à ce filtre-là pour faire ensuite une jolie cartographie du trafic par pays, c'est quand même nickel. Attachment, alors, pour l'instant, on a parlé de données texte, mais l'ingestion, on peut lui filer des documents Word, des PDF, des fichiers Excel, en veux-tu, en voilà.
Ça utilise une librairie Apache qui s'appelle Tika, qui est en gros un truc qui sait lire à peu près tous les formats de documents, et va vous extraire de ces documents tout le texte et un certain nombre de métadonnées. Donc le titre, date de modification, l'auteur, enfin selon les formats de documents, on va avoir différents types de métadonnées. Donc là, ça c'est très pratique quand vous avez de l'indexation, par exemple, de systèmes de fichiers partagés dans une entreprise, par exemple, vous avez tout le monde pose ses docs là-dedans, hop, on balance ça dans Elasticsearch avec le plugin Attachment et il extrait tout le contenu. Alors, vous remarquerez que jusqu'à présent, on a parlé de JSON. Comment est-ce qu'un fichier binaire, un PDF, on le balance en JSON? Si vous voulez le mettre en JSON, il faut l'encoder en base 64. Le problème du base 64, c'est que ça rajoute un tiers à la taille des documents, ce qui n'est pas toujours sympa quand on a des gros volumes. Elasticsearch, une fonctionnalité qui est relativement peu connue, mais qui est bien pratique, c'est qu'en plus d'accepter le JSON, il accepte le format CBOR. Alors, CBOR, personne ne connaît, pourtant c'est bien cool. Ça veut dire Compact Binary Object Representation. En gros, c'est du JSON sous un format binaire qui est normalisé dans une RFC et qui, en l'occurrence là, nous permet très facilement d'envoyer un document binaire sans l'expansion du base 64 dans Elasticsearch. Donc si vous avez des applications qui utilisent Elasticsearch et qui ont beaucoup de trafic ou beaucoup de volumétrie, pensez à regarder ce CBOR. Il y a des librairies CBOR qui existent pour tous les langages. Donc ça permet de gagner du trafic réseau et aussi d'alléger la charge CPU. Parce que si vous surveillez, si vous faites un benchmark sur le temps CPU passé à désérialiser et sérialiser du JSON, c'est assez catastrophique. JSON, c'est un format pour les humains, c'est pas trop cool pour les machines parce que c'est du texte. Même si c'est mieux que XML. Mais bon, ça reste du texte. Après, on a des choses, on commence à rentrer dans les structures de contrôle. Alors, les fichiers de conf, en général, on a toujours besoin de les faire évoluer jusqu'à ce que ça vienne quasiment des langages Turing complètes. Là, on y arrive presque. Donc, là, il fait quoi, celui-là? Je ne sais plus. Processor. Ah, tiens. Alors là, j'ai un trou. Je ne sais plus ce qu'il fait, celui-là. Bon, on va passer. Parce qu'après, il y a ça aussi, là, c'est que on a commencé à rajouter des structures de contrôle, et puis on s'est dit, finalement, on va carrément mettre un langage de script. Donc, initialement, Elasticsearch intégrait Groovy. Par contre, le problème de Groovy, c'est que c'est assez difficile à sécuriser, parce que ça suppose que ça a le contrôle de la JVM, en quelque sorte. Donc, finalement, dans la version 5, je crois que c'est la 5 ou avant, la 5, Elastic a définit son langage de script qui s'appelle Painless. Alors on va dire que c'est une espèce de... Ouais, ça ressemble un peu à un Groovy-like ou un JavaScript-like, avec la différence que c'est compilé en bytecode, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de phase d'interprétation, c'est extrêmement rapide à évaluer. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit? On dit, voilà, je mets une transformation qui est un petit bout de script, où il y a un certain nombre d'objets prédéfinis, contexte qui est le document JSON que je suis en train de faire traverser sur mon pipeline. Je dis contexte.total, c'est contexte.a plus contexte.b. Donc ça veut dire quoi? Je prends deux champs dans mon document d'origine et je fais la somme et je définis une nouvelle propriété sur mon document JSON. Là, ici, je peux faire tout ce que je veux. Je peux définir des variables, je peux faire des équations mathématiques, je peux rajouter des champs, supprimer, faire du parsing. Donc là, c'est une fois que vous en avez marre de faire du grok, du parsing, machin, etc., vous dites, bon, les fait chier, je vais l'écrire en code, ça va aller plus vite. Et puis alors, si vous êtes encore plus hardcore, c'est ouvert, donc vous pouvez écrire votre propre plugin, il y a une API qui est bien définie là-dessus. J'ai mon collègue, putain l'image quoi, mon collègue David Pilato qui a écrit un plugin sympa pour nous français, qui à partir d'une adresse sous forme textuelle, vous retrouve les coordonnées géographiques. Donc là, il a fait un truc qui va chercher des bases de données open data qui contiennent la position géographique de toutes les rues et de toutes les adresses de France. Et quand vous indexez, par exemple, un fichier d'adresse de client ou chose comme ça, il va vous retrouver la position géographique précise de l'adresse. Voilà, donc là, c'est du code qu'il a écrit, qu'il a déroulé, ça monte la base de données en mémoire dans Elasticsearch, et ça expose un nouveau processeur dans vos pipelines. Gestion d'erreur, alors je vous ai dit, voilà, Turing complete, on a du try-catch, forcément, quoi. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un processeur qui, au milieu du chemin, dit « j'arrive pas, je sais pas faire, je comprends pas ce que tu me demandes ».
Si on ne dit rien, l'appelant qui envoie la requête HTTP avec les documents indexés va se recevoir un bad request. 400 bad request veut dire je ne comprends pas ce que tu m'envoies, je ne sais pas quoi en faire. Avec quand même un petit message disant, par exemple ici, j'ai pas réussi à parser, pourquoi 19 avril 2016, pourquoi ça lui plaît pas? Ah, plus 40, oui, d'accord. Oui. Donc là, on va avoir échec de l'ingestion, et ça veut dire potentiellement perte de données. Parce qu'il y a quand même des cas où on pourrait essayer de se rattraper ou au moins loguer la donnée qui est en erreur pour une analyse post-mortem. Là, en l'occurrence, l'appelant, on lui dit 404, ton truc, je ne sais pas quoi en faire. Mais l'autre, s'il n'a que ça, il peut faire rien d'autre que le renvoyer. Et donc, en gros, la donnée elle est perdue. Donc, on va pouvoir définir donc, ce qu'on appelle des on-failure, des processeurs particuliers qui s'appellent on-failure et qui vont nous dérouter vers un traitement d'erreur qui va nous permettre de nous rattraper. Alors, on va voir ce que ça veut dire se rattraper. Donc on peut mettre ce on-failure global sur l'intégralité du pipeline, qui fait que dès qu'il y a une erreur, on se déroute là-dessus. Ou on peut le mettre ensuite sur un processeur particulier. Par exemple, on le verra tout à l'heure, sur le processeur date. Si on n'arrive pas à parser la date, on va dire la date, je ne la reconnais pas. Faute de mieux, je vais mettre la date courante. C'est-à-dire que le truc, il m'envoie en principe des données en temps réel. Si je n'arrive pas à parser la date, je vais dire ta date elle est un peu chelou, mais on va dire que c'est maintenant. Voilà. Voilà, l'intérêt, c'est que on se récupère et on renvoie un 200 et puis on continue tranquille. Alors, avant d'attaquer les démos, comment ça fonctionne? Donc, pour les gens qui ont déjà déployé du Elasticsearch, vous savez qu'Elastic, c'est un système élastique, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, multi-serveur qui scale horizontalement. Donc là, dans ce schéma, on a un système avec 3 nœuds, 3 machines, sur lequel on a un index de log avec 3 shards. Et ce qu'on voit, c'est que pour chaque shard, donc qui s'appelle 1, 2, 3, on a un shard primaire et une réplique. Donc là, on est en l'occurrence réplication simple. Voilà. Donc, quand on envoie une donnée, voilà, et le petit losange, CS, c'est le cluster state. Le cluster state, c'est-à-dire que chaque nœud connaît l'état de l'ensemble du cluster. Il sait où se trouvent les différents shards pour chacune des données. Donc, quand j'ai un client qui envoie une donnée à indexer, par exemple ici au shard 3, en gros, il va dire, et que c'est une donnée pour le shard 1, il va dire, c'est pas pour moi, je le route vers le shard 1, et la partie ingestion, donc parsing, etc., se fera sur ce serveur-là. Et ensuite, on le transmet à la réplique. Alors, pourquoi? Non, je me suis mélangé dans les flèches, là. Oui, il indexe aussi sur le... Alors, c'était pas sur le 1. Bon, bref. Je me suis mélangé les pinceaux, voilà. Eh non, c'est parce qu'il y a une compression d'image, donc du coup, je ne vois pas les numéros, c'est pour ça. Ouais. Voilà. Alors, voilà. Donc, le problème qui peut survenir avec l'ingestion, c'est que c'est des choses qui peuvent être potentiellement très consommatrices de mémoire et de CPU. Je vous ai parlé de GeoIP, donc GeoIP nécessite de monter la base GeoIP en mémoire. Le truc qui fait de la recherche d'adresses, de position géographique d'adresses, là encore, c'est une grosse base de données, il y a pas mal de calculs. Quand on fait des expressions régulières, des fois, elles peuvent être assez gourmandes en CPU. Donc, on va dire, on va pouvoir spécialiser les nœuds de son cluster. Si besoin, si on a de l'indexation qui est coûteuse, on va pouvoir donc configurer les nœuds en disant, voilà, alors on avait avant ingest-node data et master, donc en gros, est-ce que tu es juste un nœud de coordination ou est-ce que tu contiens de la donnée? Maintenant, on peut pouvoir dire aussi, tu es un nœud d'ingestion, c'est-à-dire qu'en gros, tous ceux qui n'auront pas ingestion à true diront, moi je n'ingère pas, il faut aller ailleurs. Donc, ce qui fait que, voilà, ici, j'envoie une donnée à travers le nœud 3. Il dit, non, désolé, moi, je ne suis pas un nœud d'ingestion. On va aller voir un petit copain d'ingestion, il va faire le boulot, et puis ensuite, il va le renvoyer dans l'index. Une fois que j'ai parsé, que j'ai un document qui est indexable, on le remet dans le cycle normal du cluster. Et on réplique ensuite sur le shard de réplique. Alors, où est-ce qu'on peut les utiliser? Et après, on passera à la démo. Donc, je l'ai mentionné brièvement tout à l'heure, c'est qu'on peut l'utiliser à chaque fois qu'on indexe le document. Donc, on rajoute pipeline égal et avec le pipeline nommé à chaque fois qu'on indexe.
On peut les utiliser dans les API bulk, quand on fait de l'indexation en batch. Alors, on envoie une série de documents JSON, on peut le définir document par document, ou aussi tout en haut sur l'URL. Donc, le définir document par document va être intéressant quand on a des systèmes intermédiaires qui font de la collecte et de l'agrégation et qu'on voit des gros paquets indexés, mais qui devraient être indexés par des pipelines différents. Ça peut être utilisé par une API de réindexation. Alors celle-là est assez récente, l'API de réindexation, elle est arrivée dans la version 2.4 quelque chose, juste avant la 5. Il y avait beaucoup de gens qui nous disaient, voilà, mon schéma a évolué, j'ai des nouvelles données, mais j'ai un index existant, comment je fais pour mettre à jour mon index? Bon, la réindex API vous permet en fait de siphonner un index vers un autre. Alors le fait de mettre un pipeline au milieu fait qu'on va pouvoir reprocesser les données qui sortent de l'index pour les réinjecter ailleurs. Donc ça c'est intéressant quand on a de l'évolution du schéma de données ou de l'enrichissement supplémentaire et qu'on veut réindexer ces données. Donc là ici on indique le pipeline à appliquer. Et puis demo time. Hein? Alors si ça marche, qu'est-ce que je fais? J'enlève ça. Le HDMI ou ça là? Le HDMI, tac. Je supporte le HDMI. Direct. Direct. Tu peux mettre un navigateur sur Kibana. Alors comment ça fait longtemps? C'est quoi les mots de passe par défaut? J'ai juste téléchargé l'image. Ça doit être Elastic et ChangeMe. Vas-y, test. Woot. C'est bien ça. Parfait. Par contre, gros, j'ai besoin du fichier de texte. Il y a un fichier de texte sur la clé aussi. Ah, il m'a pas donné la clé. C'est quelle clé? Ah oui, elle est là. Bon, écoute, on va l'enlever sauvagement. Hop. Tiens, je te laisse. J'aurais besoin de l'avoir dans un éditeur où je fais du copier-coller rapide avec le trackpad. Démo.txt. Bon, à la limite, on peut ouvrir un peu la clé aussi directement. Hein. J'étais là. Hop. Non, juste le note.txt, t'as pas ouvert le bon. J'ai pas ouvert le bon. Hop, c'est la note. Yes. Voilà. Ah ouais, alors là, ça va être rigolo aussi parce que j'ai un micro dans une main et il faut que je tape sur le clavier. Comme ça. Franchement, l'N7, là... T'as Internet et t'as la page non, qui est ouverte automatiquement, si tu veux. C'est bon. Alors, on va essayer de se débrouiller. Putain, ça va être... Monter le grok. Ça va être... ouvert la page direct. Nickel. Alors, dismiss, tac... To work... C'est un peu petit. Moins il est où? Que c'est bon là? Ça c'est gros? Les gens d'en haut? Ouais. Alors, Kibana. Alors c'est dommage parce que je ne vais pas vous montrer un Kibana avec plein de jolies données dedans parce que c'est un Kibana qui est tout nu, qui est tout vierge, mais bon, c'est pas grave. Donc Kibana dans les version 5, c'est devenu le portail d'entrée, l'interface graphique globale de toute la galaxie des produits élastiques. Et en particulier, donc là on voit, hop là, reviens. On voit ici, donc, je vous parlais du graphe, on voit donc tout ce qui est découverte, bon, on n'a pas de données, on n'a rien, mais construction des dashboards, etc. Et puis donc, des outils de développement. Alors là, ça c'est bien, mais m'embête pas toi. Tac. C'est bien pratique parce qu'on va voir qu'on peut, comme ça, directement, expérimenter. Non, je ne veux pas ça. Voilà. Tac, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit là? On a dit, trouve-moi toutes les données dans tous les index que tu as, et on voit qu'il y a quand même des choses, hein, parce que
on voit ici, il y a un index qui s'appelle .kibana. C'est quoi ça? Tous les index qui commencent, il y a plein d'index qui commencent par point quelque chose, c'est les index système. Et Kibana se sert d'Elasticsearch pour stocker sa configuration. Donc tous les dashboards que vous allez créer, etc., ils sont stockés dans Elasticsearch. Il n'y a pas de base de données supplémentaire. Alors la démo à une main. Putain. Tac. Je ne sais pas comment je vais faire. Hop. Et je peux pas. Pourquoi je peux pas sélectionner là? Ah, c'est parce que c'est le truc d'en haut, non? Yes. Oh là, ça va être funky ça. Je te fais le copie-colle, tu parles Ouais. si tu veux. C'est bien, j'ai un assistant maintenant, c'est cool. Vas-y, vire tout ça là. Voilà. Pourquoi j'ai pas le petit bouton? Ouais, c'est bon, tac. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ce qu'on voit, c'est que j'appelle ici l'API de simulation d'un pipeline. Donc, on est sur ingest pipeline et on a un mot-clé réservé underscore simulate qui nous dit, voilà, je vais tester un pipeline. Donc, je lui envoie quoi? Je lui envoie un champ pipeline qui va définir l'ensemble des processeurs que je vais appliquer, et puis un ensemble de documents d'exemple qui vont servir à faire mon test. Donc comme ça, je vais pouvoir très facilement, interactivement, construire mon pipeline, le tester avec un ensemble représentatif de mes données réelles, mais sans avoir besoin de mettre en place toute une chaîne de collecte, d'ingestion, de file bit, de je réessaye, etc. Voilà, tout se passe dans la console, j'ai rien d'autre à faire. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On a un processeur, le pipeline il est vide, il n'y a rien, et pourtant il nous met quelque chose en sortie. Donc ce qu'on voit, c'est que, en gros, il y a des champs système entre guillemets qui sont mis automatiquement par Elasticsearch. L'ID va être généré automatiquement, il n'est pas spécifié. L'index aujourd'hui n'est pas spécifié, on verra comment on peut affiner ça. Et puis il nous dit, voilà, j'ai un message, donc c'est ma ligne brute, et puis j'ai un timestamp. Donc là, c'est le timestamp qui est l'heure d'ingestion. Donc on verra tout à l'heure que ça va nous servir en cas d'erreur sur le parsing de date. On pourra dire, tu reprends le champ timestamp de underscore ingest et tu le mets à la place de la date. Alors on va commencer à dépioter notre ligne de log. Donc, ah oui, attends. On va essayer. Vas-y. Ouais. Il a les boutons au-dessus du trackpad, quoi. On n'a pas le droit. Si, tu fais ce que tu veux sur ton ordi. Hein. Voilà, par contre, tu viens le coller hop là, à l'intérieur du processeur. Ah ouais, par contre, il me pète mon indentation. Bon. Non, il faut que tu vires cette ligne-là, ouais, c'est ça. On va y arriver. Voilà. C'est bon. Voilà, donc ici on a rajouté donc, le processeur Groq. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé l'expression régulière qui s'appelle common Apache log. Alors j'aurais bien voulu la montrer, mais tant pis. Tu l'as? Fantastique. Oui, voilà. Voilà, donc vous voyez, common Apache log, c'est quoi? C'est HTTPD common log, et on voit qu'il va chercher IP host, qui va se mettre dans un champ qui va s'appeler client IP, ensuite un HTTPD user, si jamais il y a une authentification dans la ligne de log, qui va mettre dans un champ ident, authentification, ensuite un timestamp, il va chercher le verbe qui est la méthode HTTP avec une expression régulière qui s'appelle word, mais vous voyez que c'est entouré avec des points d'interrogation, de points %, machin, etc. Donc là, il faut son permis de conduire en regexp quand même. Hein. Surtout que vous voyez que, tiens, si tu veux nous montrer HTTP date, il doit être plus bas. Tu l'as pas? Bon. Non. Voilà. Mais en gros, c'est un système de poupée russe d'expression régulière de plus en plus granulaire. Et je vous déconseille d'essayer de les taper vous-même parce qu'il y a des mecs qui se sont arrachés des cheveux pendant des semaines pour sortir ce truc-là et qui ont mis un joli nom dessus, donc on l'utilise. Voilà. Donc ce qu'on voit, c'est que ça nous a extrait ici la request, on voit qu'on appelle /doc, on voit qu'il n'y a pas d'authentification sur notre requête, c'est du get. On retrouve notre champ message qui est la ligne brute. Alors on verra après comment la virer parce que quand on aura tout fini, il n'y en aura plus besoin. Et puis on a la réponse, le status code 301. Alors petite astuce, là ici on voit que c'est du texte, c'est pas un nombre. Un nombre d'octets transféré, là aussi c'est du texte.
l'adresse IP du client, HTTP version, et le timestamp qui est extrait de la requête sous une forme à moitié, enfin un format qui n'est pas un format ISO. Donc on va rajouter, cher assistant, un élément supplémentaire. Voilà. Normalement, tu le mets juste. Après le. Ouais, si tu te voilà, ouais, on le mettra au début de ligne, là. Tac, hop, et tu pastes ici. Hop là, voilà. Non, c'est pas bon. Si, c'est bon, voilà, nickel. Voilà, donc là, on a parsé notre date. Donc qu'est-ce qu'on voit? Ça nous a rajouté un champ add_timestamp. Donc pourquoi timestamp? Parce qu'on a dit fais-moi un parsing de date sur le champ qui s'appelle timestamp. On n'a pas donné de target field. Donc par défaut, il dit ça s'appelle add_timestamp parce que c'est la convention dans tout l'écosystème élastique. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'on a toujours malgré tout le champ timestamp d'origine qu'on va filtrer ensuite. Cher assistant. Donc finalement, préparer la démo comme ça, moi, ça me facilite la vie quand je fais la démo, mais ça permet aussi d'avoir un assistant qui le fait facilement, quoi. Ouais, nickel, parfait, je t'embauche. Voilà. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Il a retiré message, comme on lui a demandé. Une fois qu'on a parsé les données, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc on gagne de la place dans l'index. C'est magique, mais c'est utile. Voilà. On continue, cher assistant. C'est les petites choses comme ça qui, dans la vie, font plaisir, tu vois, retirer les trucs qui servent à rien, quoi, ça. Qu'est-ce qu'on a rajouté, là? Ah oui, on a retiré le champ message, voilà, assistant, s'il vous plaît. Et en fait, ce qu'on va faire là, c'est que notre champ response, qui est ici, c'était quoi? C'était un 301. On va le transformer en entier parce que finalement, d'une part, le stockage de valeurs entières prend moins de place dans l'index qu'une chaîne de caractères. Et ça va nous permettre de faire des choses du style trouve-moi le nombre de requêtes qui ont un status code compris entre 400 et 500, par exemple, pour trouver toutes les erreurs de validation, les pages manquantes, et puis tout ce qui est, par exemple, au-dessus de 500, pour toutes les erreurs. Donc ce qu'on voit, c'est que le response 301 est devenu en bleu, que mon éditeur ici me dit, voilà, c'est un entier. Donc si on continue, toc. Ah oui, alors ça c'est un petit exemple. Ouais. Donc là, oui. Donc la question que je me suis posée en préparant cette démo, c'est pourquoi est-ce que dans la configuration du common HTTP log, là, il ne me le passe pas directement sous forme d'un entier. Alors, je n'ai pas trouvé la raison. Je pense qu'elle est historique. C'est-à-dire qu'en gros, au début, ils ont dû le parser sous forme de texte. Et puis, si d'un seul coup, on se disait on change le format d'expression régulière, ça pèterait tout un tas d'installations chez des clients. Donc ils ne l'ont pas fait. Par contre, petit exercice, c'est que, voilà, tu l'as trouvé? Yes, parfait. Putain, il est bon, mon stagiaire, quoi. T'as de la chance, voilà. Voilà. Donc là, il n'y a pas de différence en sortie, puisque c'est toujours, on est toujours parsé. Par contre, ce que je voulais montrer ici, c'est que, en gros, dans les expressions du grok, on peut typer la donnée. C'est-à-dire qu'ici, on a dit, tu prends un number, qui est l'expression régulière d'une suite de chiffres, tu le mets dans le champ qui s'appelle response, mais en plus de ça, tu me le parses sous forme d'un int. Alors on a un certain nombre comme ça de types primitifs qui sont supportés, des int, des booléens. Bien sûr, il n'y a pas la date, qui est quand même un peu trop compliqué parce qu'il faut passer des patterns, mais au moins pour des données de base comme ça, vous pouvez le faire directement dans l'expression régulière. Il n'y a pas forcément besoin de mettre un convertisseur pour ça. Donc si tu peux remettre le truc d'origine. Yes, on va y arriver. Parfait. Voilà, donc après c'est pareil pour la taille de la réponse. Yes, parfait. Tu peux faire CTRL-Enter pour exécuter le truc automatiquement. D'accord. Yes. Donc là, on l'a fait pareil pour le nombre d'octets, parce que c'est quand même un nombre, donc ça n'a pas grand sens de le conserver sous forme de chaîne de caractères. Alors ce qui est bête, c'est que derrière, j'aurais pu vous faire des dashboards, mais on ne les verra pas. Voilà. Alors, ici, je reviens là.
Donc, quand on commence à avoir un pipeline un petit peu compliqué, c'est quand même intéressant de pouvoir tracer. Donc, qu'est-ce qu'on a comme outil de debug dans un pipeline quand il commence à être compliqué? On va pouvoir dire ici, donc là, ici, toc, je vais rajouter verbose. Alors, contrôle entrée, plaque. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que, en gros, au lieu d'avoir un seul résultat, j'ai autant de résultats que d'éléments dans ma chaîne de transformation. Donc, je vois comme ça, chaque étape, qu'est-ce qu'elle a produit. Alors, le problème, c'est que là, ici, je commence à avoir 5 ou 6 éléments dans mon pipeline. Ça va devenir un petit peu compliqué. Donc, je voudrais bien savoir, ici, par exemple, le champ date, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, je vais lui dire, là, on rajoute un tag, 2 points. Date, tac. Merde, on est arrivé. Putain. Yes, c'est bon, yes. Hein? Ouh, voilà. Et là, au magie, le tag date, on le retrouve en sortie qui nous permet de savoir, en gros, mon élément de pipeline qui était tagué avec le tag date, voilà ce qu'il a produit. Donc là, sur l'exemple ici, ce n'est pas forcément indispensable, mais quand on commence à avoir un truc où il y a une dizaine d'étapes de transformation, ça permet de savoir où on en est. On va ajouter, je vais essayer de le faire, tiens. Ouh. Tac. On va ajouter un traitement d'erreur. Tac. Donc, à la fin ici, donc là ici, je rajoute un on failure, sauf que je ne l'ai pas rajouté où il fallait. Tac, c'est au-dessus ici. Là. Voilà. Donc, on va supprimer le verbose. Voilà, tout se passe bien. Donc là, ce qu'on a dit. Imaginons maintenant, il y a une erreur dans mon pipeline, par exemple, ici, on va mettre plus, c'était quoi? C'était 40 qu'il y avait là, dans l'exemple. 40, tac. Ça marche quand même, tiens, c'est intéressant ça. Ok, c'est cool. Plus 1, par contre, si on met ici, par exemple, février en français, là, tac, contrôle enter, bam, voilà. Donc là, on lui a mis une date qui ne peut pas parser parce que c'est fev au lieu de feb. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est tombé dans le on failure. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce on failure? Celui-là est intéressant parce que plutôt que de dire, il y a des messages, je n'arrive pas à les parser, faute de mieux, je vais aller les stocker dans un autre index. Un index qui va stocker toutes les lignes que je n'ai pas réussi à parser. Elles ne vont pas venir polluer mon index principal avec des données qui seraient partiellement analysées, mais pour autant, je ne vais pas les perdre. Donc, qu'est-ce que fait ce error handler? Il dit, tu vas appliquer une mutation sur le document JSON qui passe, et le champ qui s'appelle underscore index, tu le mets à error-index. Ça fait quoi? Ça veut dire qu'on va le router sur un autre index. Donc vous voyez en sortie ici, tout à l'heure, underscore index valait underscore index qui est la valeur par défaut, je ne l'avais pas spécifié. Là maintenant, c'est devenu error index. Donc toutes les lignes que je n'aurais pas réussi à parser partiront dans mon index des données en erreur que je pourrais ensuite analyser pour comprendre qui est-ce qui m'envoie de la donnée pourrie et puis venir lui tirer les oreilles. C'est sûrement mon assistant là qui envoie la donnée pourrie, quoi. Donc si maintenant on veut affiner un peu les choses, et mettre un error handler directement sur un champ particulier. Alors pourquoi ça ne sélectionne pas là? Je vais y arriver. Shift. On peut pas faire ça? Bon, tu... Pas grave. Alors, ça remplace le date, la remonte. Yes. Donc tu prends tout. Non, tu laisses la collade au-dessus, à partir de date jusqu'à son accolade fermante. Là, voilà. Yes, voilà, parfait. Si, c'est bon, vas-y, contrôle. Non. Date, c'est une virgule là, qui m'embête, c'est ça. Yes.
Non, c'est... Pourquoi? Ok. Potentiellement, tu as toujours l'erreur dans le message. Ouais, sauf que là, il devrait me faire autre chose, là. Alors, attends, on va essayer une autre erreur. Je sais que j'avais eu des... En répétant la démo, j'avais des petits trucs bizarres. Si on fait ça, par exemple. Il dit quoi, là? Comment? C'est, pardon? Pas compris. Ah oui, d'accord, il n'existait pas encore. Bien vu. Bim. Non. Non, non, non. C'était pas le problème du rendement, c'est juste que la date que tu as en dessous ne matche pas la date que tu as dans ton format de timestamp. Ouais, mais justement, il devrait partir sur le on-failure. Alors, en principe, c'est celui qui est local qui est plus fort. Donc, Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Plus 0. Bon, on va dire que c'est l'effet des mots. Hein. Alors, attends, on va essayer autre chose. Si je mets le 30 février, alors, je crois que j'avais eu un problème là-dessus. 30 février. Ouais, c'est ça. Bon, ça, il faudra que je creuse. Selon l'endroit où le parsing déconne sur les dates, il ne se passe pas la même chose. Ça, c'est pas cool quand même. Hein. Donc, ce qu'on voit, c'est que j'ai le bon format de date qui fait la bonne connerie, qui fait qu'on part sur le bon on-failure. Et vous voyez que... non, en fait, non, même pas. Même pas. Bon, bah, ok. Allez, effet démo, on passe à la suite. Hein. Oui, si. Hein? Il a bien marché. Ah si, il a marché là. Si, ça a marché. Oui, ça a marché. Pardon, oui. Non, j'ai l'impression qu'on était encore sur l'erreur. Donc ça a marché. Donc ce qu'on voit, c'est que le timestamp ici est devenu le timestamp de l'heure d'ingestion, puisque n'ayant pas pu parser la date, on prend celle du moment. Voilà. Donc ça a fonctionné. Yes. Quand on a le nez sur l'écran, on ne voit pas que ça marche. Hein. Voilà. Bon. Ouais, c'est l'effet démo. Voilà. Allez, on va rajouter du GeoIP, ça marche. Ça t'a oublié un truc. Rajoute-le juste avant le crochet. Ouais, c'est ça. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Après, ça, c'est arrivé, Ah putain, on n'a pas installé le plugin GeoIP quoi. Bon, bah pas de GeoIP quoi. Du coup, l'index par country. Ouais, bon, alors c'est dommage parce que, bon, de toute façon, les pizzas sont arrivées déjà, donc l'index, c'est dommage parce qu'il est sympa celui-là, il nous rajoute tout un tas de champs qui sont le country code, le nom du pays en clair, qui nous rajoute la région quand il a réussi à la déterminer, ça nous rajoute des coordonnées géographiques, tout un tas de choses qui sont super quand on a le plugin installé. Donc du coup, je vais vous montrer la suite, et puis, et puis après, on aurait pu faire... Donc le dernier élément de la démo, là, c'était dire on va pour charder nos données, diriger les données vers des index spécialisés par pays. Imaginons par exemple qu'ensuite on a une entreprise qui est très segmentée au niveau organisation avec des directions marketing par pays, et on va router directement les données vers l'index spécifique de chacun des pays et ensuite ils se démerdent avec leurs données par exemple. Mais ils ne vont pas voir celle du copain parce qu'on aura mis des droits d'accès, des choses comme ça. Donc là typiquement, vous voyez, il y a 7, donc c'est une mutation. Je dis que le champ underscore index, ça devient logs-accolade, donc là expansion de variable, et le champ location qui aurait été ajouté par le filtre GeoIP, et puis le country code ISO. Voilà, donc je vais vous économiser le retour sur l'autre PC parce qu'il reste 2 slides. Voilà, donc je vais les faire oralement.
Donc en gros, ce qu'on a vu là, avec quelques difficultés, mais on s'en est sorti quand même, c'est que dans beaucoup de scénarios où avant on mettait en place un Logstash, avec toutes les problématiques de déploiement et d'exploitation qui viennent avec, maintenant on peut s'en passer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez besoin de suivre, de faire du tail-f sur des fichiers, et ensuite de parser ces données-là, je vous invite maintenant à utiliser le ingest node dans Elastic, éventuellement rajouter des nœuds spécialisés pour la gestion si vos pipelines d'extraction sont coûteux, mais ça facilite malgré tout la gestion de l'infrastructure puisque vous n'avez qu'un seul élément à gérer qui est l'ensemble de votre cluster Elasticsearch. En plus de ça, donc, les nœuds d'ingestion rentrent dans la gestion du cluster global d'Elasticsearch avec, vous l'avez vu, là, les routages automatiques, etc. Donc ça simplifie quand même grandement les déploiements. Petit bonus en plus, les composants qu'on a vus, là, certains dans Logstash sont en JRuby, là, côté Elasticsearch, ils ont été réécrits intégralement en Java. Donc après, ils vont revenir ensuite dans Logstash, mais ce n'est pas encore fait. Donc ils sont plus rapides. Autre point aussi, on a vu tout à l'heure un déploiement un peu compliqué avec du Kafka, etc. Chose que je n'ai pas mentionné, c'est que le file bit, les metric bits, ont en plus la capacité de faire de gérer la back pressure. C'est-à-dire que si Elasticsearch en face, il dit j'arrive plus à suivre, ralenti, bon, bah, le truc, il sait où il en est sur le fichier, il va ralentir le processus d'ingestion et puis reprendre plus tard. Autre bonus aussi, les file bits donc, surveillent un ensemble de fichiers et enregistrent de façon persistante sur la machine où ils sont le nom du fichier qu'ils sont en train de tailer, je ne sais pas comment on dit en français, qu'ils sont en train d'absorber, et la position dans ce fichier-là. C'est-à-dire que si votre agent bit crash, si la machine a redémarré, s'il se passe quoi que ce soit, quand ça redémarre, ça reprend. Donc en gros, on a une garantie d'ingestion au moins une fois. Alors que dans le cas de Logstash, avec les buffers en mémoire, si Logstash crash, on peut perdre de la donnée. Alors c'est en train d'être résolu sur Logstash avec les files persistantes, mais malgré tout, on rajoute de la complexité encore. Donc moi j'ai envie de dire, voilà, Logstash aujourd'hui, conservez-le pour des scénarios un petit peu complexes de type ESB, où on a des sources multiples, on a des traitements compliqués. Pour tout le reste, vous faites un trait direct entre un file bit, un metric bit et Elasticsearch. Chose que j'ai pas montré encore, ouais, j'aurais voulu le montrer, mais c'est pas grave, avec le FileBit 5.3 qui est sorti le 28 mars. Alors je le sais en tête parce que je l'ai vu dans le métro avant de le dire. Alors, chose intéressante, ça a commencé avec MetricBit, donc qui va surveiller par exemple des serveurs MySQL, Redis, MongoDB, etc. Vous lui dites, tu prends les données du serveur MySQL qui a telle adresse et tu les pousses vers le Elasticsearch qui a telle URL. MetricBit va vous préconfigurer directement un dashboard Kibana qui fait que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour faire un suivi graphique de vos serveurs. Alors après, ce dashboard, il vous convient ou il ne vous convient pas, ça c'est à vous de décider, mais au moins vous avez quelque chose pour démarrer tout de suite. Depuis la version 5.3 de FileBit, c'est aussi intégré dans FileBit avec ce qu'ils appellent des modules, donc des préconfigurations, on va dire, à la fois des patterns de fichiers à surveiller, mais aussi du pipeline d'ingestion et du dashboard Kibana. C'est-à-dire que vous configurez FileBit en disant tu vas me surveiller du log à page 2. Si vous lui dites rien de plus, il va voir dans varlog à page 2 et puis il prend tous les fichiers qui sont là. Il pousse sur Elasticsearch le schéma d'index qui va bien. Il pousse sur Elasticsearch le pipeline qu'on vient de construire là. Et il pousse aussi un dashboard Kibana avec par défaut la distribution du nombre de requêtes par status code, une distribution géographique, etc., etc. Donc c'est automagique, c'est cool. Après, vous pouvez partir de ça comme base de départ pour construire quelque chose de plus évolué. Voilà, bon, ben, on est arrivé. Hein, on est arrivé, ça a été un petit peu funky, mais bon, s'il n'y a pas un petit peu d'adrénaline, c'est pas rigolo non plus. Hein, donc on va remercier ces messieurs de Toulouse DevOps pour nous donner cette joie des choses qui ne marchent pas, mais qui font qu'on arrive à se démerder quand même. Quoi, ça. Et puis voilà, donc si vous avez des questions. Ce que tu dis, c'est qu'en gros, tu ne peux pas mettre le FileBit à côté de ton process que tu veux surveiller, en fait, c'est ça? Mais comment tu les sors, les logs?
Enfin, le problème, c'est que... J'ai pas de log, Tac. actuellement j'en ai pas. D'accord. J'ai la console. Et la console te donne accès à quoi? En gros, il y a déjà du Elasticsearch, mais c'est une rétention très basse. C'est fourni par le fournisseur de cloud. Et ce qu'on aimerait, c'est avoir une rétention un peu plus longue et externaliser les logs sur quelque chose de plus. Alors attends, j'ai pas compris. C'est les logs de Elasticsearch que tu veux indexer? Non. Ce sont les logs de mon application Ouais. qui sont mis dans un Elasticsearch D'accord, ok. sur lequel je n'ai pas la main, qui est interne au cloud. Ce que j'ai une opération Log4j, Logback. Et tes serveurs, ils peuvent sortir? Oui. D'accord, parce qu'à ce moment-là, c'est ta configuration Log4j. Tu peux mettre, il y a des Logstash Appender par exemple, qui savent parler, on va dire, le protocole Elasticsearch. Ils te permettent donc directement dans Log4j de gérer ça. L'inconvénient, c'est que tu vas rester sur quelque chose de très synchrone. Enfin, aussi, il faut que tu mettes des async appender avec une filtre comme ça, mais tu risques, enfin, tu tombes dans le scénario où tu peux avoir de la perte de messages si jamais ton serveur redémarre.